Bienvenue sur cette nouvelle expérience immersive où les mots prennent vie à travers le son. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans Le Fils d'Agatha Moudio, un roman captivant qui explore les traditions, les dilemmes et les aspirations d'une société en pleine mutation. Installez-vous confortablement, laissez-vous emporter par l'histoire et laissez votre imagination peindre chaque scène. Si ce livre audio vous plaît, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu littéraire passionnant. Bonne écoute. Notre village gardait le pied de la colline d'où descendait la rue grise venue de la ville lointaine. La matinée avait la robe ensoleillée des jours de repos et le calme tranquille d'un dimanche de juin. La paix continua de régner jusqu'au moment où, soudain, on entendit une détonation, bientôt suivie de 2 ou 3 autres. Pourtant, malgré leur air tout à fait insolite, elles n'inquiétèrent personne dans le village. Elles venaient de la forêt tout proche. Personne n'y fit attention, personne, sauf Moudiki. Qu'avait-il donc à se faire du souci à cause de ces coups de fusil tirés loin de notre village, et qui laissaient les autres habitants dans la plus complète indifférence? Moudiki entra. « Tu les as entendus arriver, Mbaka » demanda-t-il en fermant la porte derrière lui. « Tu as entendu arriver leur voiture? » Sûr que je les ai entendus arriver. Je ne suis pas sourd, qu'est-ce que tu crois donc? Je te dirai même que j'ai entendu 2 ou 3 de leurs coups de fusil il y a un instant. Ils chassent déjà. Et Kéké est avec eux, je suppose? Oui, et Kéké est avec eux, répondit Moudiki. Puis il se tut. Il avait encore quelque chose à dire, mais il hésitait à parler. C'était délicat, le genre de question qu'il voulait poser. Les 2 hommes se regardèrent un moment en silence, réfléchissant chacun de son côté. À la fin, Moudiki se décida. Il y a tout de même quelque chose qui me tracasse, Mbaka, dit-il. Quelque chose qui te tracasse? Qu'est-ce que c'est? Écoute, Mbaka, tu es le chef de notre village, c'est-à-dire notre chef à nous tous. Tu ne dois pas nous tromper. Je viens te demander ce qui se passe avec ces gens-là. Comment, ce qui se passe avec ces gens-là? Que veux-tu dire par là? Je ne te comprends pas. Ce que je veux dire par là, ce que je veux dire? Réponds-moi, si je te pose clairement ma question, tu ne te fâcheras pas? Pourquoi veux-tu que je me fâche? Mbaka était de plus en plus intrigué. Ce devait être quelque chose de grave. Pourquoi Moudiki venait-il le voir ce dimanche matin, et se montrait-il si mystérieux et si réservé tout d'un coup, lui qui en temps ordinaire personnifiait la simplicité et la verve? Non, je ne vais pas me fâcher, pose ta question, je vais te répondre, s'il y a une réponse à te donner, dit le chef Mbaka. Eh bien, voici, dis-moi, est-ce que ces blancs, qui viennent chasser chez nous, est-ce qu'ils t'ont donné quelque chose? Donné quelque chose, comment ça? Oui, tu comprends bien, est-ce qu'ils t'ont récompensé? Récompensé? Et en quoi faisant? Si je comprends bien, insista Moudiki, ils ne t'ont pas donné un peu de, tu vois, un peu d'argent? Ou de l'argent, mais quelquefois, tu parles comme si tu ne voulais pas te faire comprendre. Quel argent? Et pourquoi faire? Chef Mbaka, j'ai toujours eu l'impression que ton sens pratique n'était pas placé au bon endroit, mais cette fois-ci, je crois que je ne me trompe pas. Je vais t'expliquer ce que je veux dire. Ces gens-là, ce ne sont pas des gens de chez nous, ce sont des étrangers. S'ils viennent chasser ici, nous ne pouvons pas leur permettre de le faire gratuitement. Ils devraient payer quelque chose, et tu sais, eux qui? Oh, je te coupe la parole, Moudiki, parce qu'il y a une chose que tu commences à oublier, avec ton sens pratique. Tu commences à oublier que ce sont ces gens-là qui nous commandent, toi, moi, tous les habitants du village, de même qu'ils commandent notre forêt, notre rivière, notre fleuve, et tous les animaux et tous les poissons qui y vivent. Dis-moi donc comment tu pourrais demander à des gens comme cela de te payer de l'argent, parce qu'ils vont chasser dans ta forêt? C'est vrai, Mbaka, et moi aussi j'ai pensé à cela. Mais ce sont ces gens-là qui ont inventé l'argent. Ce sont eux qui le fabriquent. Ils en ont beaucoup pour eux-mêmes. Ils doivent donc en avoir pour nous aussi? Je veux dire, pour nous en offrir un peu, par amitié, pour nous donner au moins l'impression qu'ils sont contents de venir chasser chez nous. Ne crois-tu pas qu'il serait raisonnable, et juste de leur suggérer de nous en faire un petit cadeau de temps en temps? Pour nous tous, Mbaka, pas pour moi seul. C'est toi le chef, qui devrais penser à cela, pour le bien de tes administrés. Je te répète que ce n'est pas pour moi seul, mais pour nous tous. Mbaka alla s'asseoir sur une vieille chaise, près de la fenêtre, prit sa tête dans ses mains, et se mit à réfléchir. Pourquoi, mais pourquoi n'avait-il donc pas songé à ses administrés depuis que les Blancs venaient chasser dans notre forêt? Mbaka reconnaissait dans son fort intérieur la justesse de la démarche que Moudiki proposait de faire. Oui, tu as raison, dit-il à la fin. Tu as parfaitement raison, Moudiki. Ces gens-là ne peuvent pas venir chasser chez nous ainsi, sans jamais donner quelque chose. Toi, tu dis, quelque chose, mais moi j'entends, de l'argent, rectifia Moudiki. Il faut que tu leur en parles aujourd'hui même. Et s'ils refusent, tu leur diras de ne plus venir chercher des singes chez nous. N'oublie pas que tu es le chef, et que tu ne dois pas avoir peur des Blancs. Moudiki était du genre d'homme sachant faire pression à force d'arguments. Mbaka connaissait bien ce turbulent sujet.
Il savait que Moudiki n'avait pas souvent d'idées véritablement géniales, mais que, lorsqu'il lui arrivait d'en avoir une, il ne faisait rien pour l'abandonner définitivement, malgré les risques que sa réalisation pouvait impliquer. Cependant, contrairement à d'autres fois où il avait lutté jusqu'au bout pour contrecarrer les propositions de Moudiki, ce n'était pas pour faire plaisir à son visiteur matinal que le chef Mbaka disait aujourd'hui que celui-ci avait raison, il le pensait vraiment. L'argent est une chose importante. Il allait en parler aux Blancs, d'autant plus volontiers que les autres habitants du village lui en voudraient terriblement s'ils apprenaient un jour que lui, le chef, avait eu peur de demander aux chasseurs de dédommager la communauté. « Oh d'accord, dit le chef, j'irai les voir aujourd'hui même et je leur demanderai de l'argent. » Sur ce, Moudiki repartit chez lui, en se félicitant d'avoir pris une bonne initiative. Puis le village continua de rester calme, comme par un dimanche matin ensoleillé. Vers 4 heures de l'après-midi, et Kéké montra le chemin de la sortie du bois. Tous les enfants du village étaient à l'orée, attendant les chasseurs qu'ils accompagnèrent jusqu'à leur voiture. C'était devenu la coutume, tous les dimanches, à 4 heures de l'après-midi, les enfants de Bonacouan, auxquels venaient s'ajouter ceux du village voisin de Bonacamé, faisaient la fête aux Blancs venus de la ville pour leur partie de chasse hebdomadaire. Ce jour-là, Saint-Hubert avait été particulièrement bienveillant. Les chasseurs allaient remonter dans leur voiture, contents de leur journée, et heureux de voir les enfants de chez nous si heureux de leur visite, lorsque Moudiki s'approcha des Kékés. Ou dit à tes Blancs que le chef Mbaka a quelque chose à leur demander. Et Kéké traduisit en français, et les Blancs comprirent que le chef voulait les voir. Pourquoi veut-il nous voir? Demanda l'un d'eux. Je ne sais pas, répondit Ekeke. Comment pouvait-il savoir? Eh bien, qu'il vienne ici, le chef, qu'il vienne, s'il veut nous voir. Mais surtout qu'il se dépêche, car nous sommes plutôt pressés de rentrer maintenant. Nous commençons à avoir faim. On sentait nettement qu'ils n'avaient aucune envie de perdre leur temps. Ils regardèrent leur montre à plusieurs reprises. Le chef veut nous voir. Eh bien, qu'il se dépêche. Mbaka arriva sans prendre le temps de nouer solidement son pagne autour des reins. Il fallait se dépêcher, car les chasseurs avaient faim. Il n'est rien qui donne faim autant que la chasse aux singes. Moudiki le savait bien, mais il pensait également que les Blancs n'avaient pas besoin d'avoir faim s'ils ne se montraient pas réguliers vis-à-vis de nous. Pourquoi veux-tu nous voir, chef? Pour vous demander un petit cadeau pour notre village. Un petit cadeau? Qu'est-ce que cela signifie? Ils étaient 3 Blancs et leurs 2 blanches. On s'est souvent demandé, chez nous, comment 3 Blancs pouvaient épouser 2 blanches, mais ces gens-là avaient leur manière de vivre, tellement différente de la nôtre. Et puis, les 2 dames étaient toujours en pantalon. Quel genre de femme? L'un des hommes était très riche, du moins, nous le pensions chaque fois qu'il ouvrait la bouche pour parler, car à la place des 2 rangées d'ivoire que le ciel avait sûrement dû lui donner à la naissance, il avait mis 2 brillantes rangées d'or. Il était grand et fort et laid. Quel homme bizarre, nous disions-nous, et avec tout cela, il avait de l'or à n'en savoir que faire, au point qu'il le gaspillait volontiers en le transformant même en dents. Quel homme bizarre. Les 2 dames entrèrent dans la voiture et se mirent à agiter des éventails aux dessins multicolores. Les enfants regardaient ces hommes et ces femmes avec curiosité et admiration, surtout l'homme à la bouche en or, malgré son étrange laideur. Mais pourquoi donc n'étaient-ils pas noirs, eux aussi? Un petit cadeau? Qu'est-ce que cela signifie? Demanda l'un d'entre eux. Ils ne comprenaient pas. Cela signifie un peu d'argent, dit Mbaka en montrant le creux de sa main. Et pourquoi faire, cet argent? Pour acheter un peu de sel pour tous les habitants de notre village, afin que les singes soient toujours vivants dans la forêt quand vous reviendrez une autre fois. Qu'est-ce que cette histoire-là? La chose parut si déplacée au chasseur qu'il pensa un moment que c'était sûrement mon cousin Ekeke qui traduisait mal en français ce que le chef Mbaka disait en sa langue maternelle. Mais c'était bien ce que disait le chef. D'ailleurs, que pouvait-il bien y avoir d'incompréhensible là-dedans? Qu'est-ce que cette histoire-là? Demanda un autre blanc. Il veut nous faire payer ces singes maintenant? Et puis, je dis, ces singes, comme s'ils étaient les siens à lui. Il veut nous faire payer les singes que nous avons chassés, nous-mêmes, et dont nous n'avons rien à faire? Chacun de nous, bien entendu, se demandait ce qu'ils en faisaient, de tous les singes qu'ils venaient tuer chez nous. Dans notre village, personne ne mangeait de cette espèce animale à tête d'homme. Mais nous étions persuadés qu'eux, au contraire, en raffolaient. D'ailleurs, pourquoi avaient-ils faim à cette heure de la journée? Simplement, parce qu'ils n'avaient pas encore mangé, c'était l'évidence même. Et pourquoi n'avaient-ils pas encore mangé? Parce qu'ils attendaient d'être rentrés de la chasse pour manger. Et alors, dites-moi, qu'allaient-ils faire en rentrant chez eux? Laisser pourrir dans une poubelle ces singes cueillis de l'arbre par les plus accablantes chaleurs tropicales? Allons donc. Tout le village était arrivé sur la place, en apprenant que le chef avait quelque chose à dire aux Blancs. Quand un chef a quelque chose à dire, c'est un événement, car il y va de son prestige. Mbaka était venu à la rencontre des chasseurs en sachant très bien que si son entreprise échouait, il aurait à rester enfermé chez lui pendant plusieurs jours, et qu'il ne pourrait plus se faire obéir, ni faire exécuter d'ordre de quelque nature que ce soit.
Quel démon avait donc poussé Moudiki à suggérer cette rencontre? Mbaka se le demandait. De toute façon, maintenant que tout le monde était rassemblé autour de la voiture, encerclant les étrangers au village, le chef ne pouvait plus reculer. D'ailleurs, s'ils étaient venus si nombreux, Mbaka savait que ses administrés allaient tous le soutenir, puisqu'il faisait sa requête pour le bien de toute la communauté. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est une histoire de sel, monsieur, répondit Mbaka. Nos interlocuteurs croyaient avoir affaire à des sauvages. Ils se trompaient, car nous étions, dans la proche banlieue de Douala, les descendants de Bilé, fils de Bessangué, cet homme qui avait autrefois étonné toutes les tribus Douala par son incomparable richesse, et qui régna sur la tribu des Aquas, pendant des siècles, même après sa mort. Nous ne pouvions donc pas avoir peur des Blancs, même s'ils avaient des fusils. C'est ce que je me dis lorsque, dans sa colère d'avoir été retenu pour une histoire de sel de cuisine à laquelle il s'obstinait à ne rien comprendre, l'un des chasseurs dit brutalement à Mbaka. Tu ne l'auras pas, ton sel pour la tribu. Nous ne vous devons rien. Nous venons ici pour chasser des singes qui n'appartiennent à personne. D'ailleurs, sans nous et nos fusils, la colonie de singes de votre forêt vous causerait bien du tort jusque dans votre village. Nous sommes des bienfaiteurs, et c'est vous, au contraire, qui devriez penser à nous payer alors que nous avons faim. Ce fut alors que j'intervins, vous faire perdre votre temps? Parce que vous avez des fusils, vous croyez peut-être que nous aurons peur de vous demander de nous dédommager si vous venez chasser dans notre forêt? Eh bien, je vous déclare que vous ne partirez pas d'ici avec ces singes, si vous ne faites pas comme vous le demande le chef Mbaka. Ekeke, traduis-leur ce que je viens de dire. Je poussai des coudes les gens assemblés, et me postai devant les 3 hommes blancs. Ils me regardèrent et se virent en face d'une véritable armoire à glace. Mais leur étonnement semblait provenir surtout du fait que c'était sans doute la première fois de leur vie qu'un villageois d'Afrique leur adressait la parole d'une manière aussi précise et autoritaire. Je dus faire un effort intérieur pour cacher mon contentement lorsque je les vis si vivement impressionnés non seulement par ma carrure, mais plus encore par les termes avec lesquels je m'adressais à eux. Tous les habitants de notre village étaient fiers de moi. Pensez donc, pour eux, je représentais des temps disparus depuis longtemps dans la nuit sombre des ans et de l'injustice. J'étais un vrai fils de Bilé, fils de Bessangué, j'étais le fils de ce village qui comptait un certain nombre de faits glorieux dans son passé. Du reste, depuis 3 ou 4 ans, les yeux de tout le monde étaient braqués sur moi. Les parties de lutte engagées avec les villages des alentours m'avaient donné l'occasion de prouver ma force musculaire, et j'étais en train d'entrer peu à peu dans la légende, tout comme les grands lutteurs de chez nous qui m'avaient précédé. Puis les chasseurs blancs se regardèrent, comme pour se consulter, sans mot dire. Mais ils avaient faim, et cela abrégea tout le reste. Ils levèrent tour à tour leurs chapeaux pour me saluer, puis maladroitement, ils mirent une main dans leur poche, et en sortirent. Mais oui, des pièces, de vraies pièces d'argent. Et ils me les remirent, à moi, et ce fut moi qui les passai ensuite au chef Mbaka. Inutile de vous parler de ma fierté en cet instant de gloire. Alors, un des Blancs, se rappelant soudain qu'il savait écrire, sortit un calepin de je ne sais quelle poche de sa personne, et me demanda qui j'étais. Or mon cousin Ekeke avait un principe fort louable. Quand il faisait l'interprète au village, il traduisait tout ce qu'on lui disait, tout, y compris les noms propres. Aussi, lorsque je répondis que mon nom était Mbenda, le zèle de mon cousin trouva-t-il là aussi l'occasion de se manifester. Il s'appelle la loi, dit-il. Qu'as-tu dit? Demandai-je à mon cousin, qu'as-tu dit au blanc? Répète ce que tu viens de lui dire à propos de mon nom. Oh, je lui ai dit que tu te nommes la loi, me répondit-il, c'est ainsi qu'on appelle Mbenda en français. Ekeke devait avoir raison, car l'homme à qui il s'adressait reprit aussitôt, en me parlant, à moi. C'est bien, la loi, c'est bien, il faut continuer ainsi, tu auras de mes nouvelles. C'est ainsi que le nom m'est resté, car tout le monde dans notre village se vit aussitôt enrichi d'un mot nouveau, et qui par surcroît était un mot français, la loi. Quant aux nouvelles dont m'avait parlé l'homme avec tant de bienveillance dans la voix, tous les miens pensèrent aussitôt que ce serait sans doute un emploi à la ville qui allait m'être proposé. Et les voilà partis à se gonfler d'envie et à dire que j'étais l'enfant le plus chanceux de chez nous. Les gens font de ces déductions. Ils ne savaient même pas voir combien l'idée de quitter ma condition heureuse de pêcheur, pour un pantalon, une chemise et une cravate, m'était désagréable. De toute façon les choses refusèrent de se montrer sous l'angle soi-disant heureux prévu par mes devins de frères. En effet, une semaine après cette journée pleine de sel de cuisine et de promesses d'avenir, nous eûmes la visite pour le moins inopiné de M. Dubou, le commissaire général de police de Douala. Si j'avais eu le courage de partir pour la pêche en haute mer, ce jour-là, cela m'aurait sans doute évité bien des désagréments. Je ne sais pourquoi la paresse avait cru bon de me retenir au village. Je n'étais pas parti pour la haute mer, et je gagnais 15 jours de prison à la maison d'arrêt de Newbell. 15 jours de prison, sans jugement aucun, pour avoir osé demander de l'argent pour le sel de cuisine nécessaire à notre communauté, c'était le tarif en ce temps-là. La loi l'avait prévu ainsi.